Un processus opérationnel est un ensemble de ressources opérationnelles qui sont corrélées par des flux de pièces qui les traversent, et qui complètent chacune les autres pour transformer ces différents flux depuis leur état à l'entrée du processus en vert, vers l'état plus transformé à sa sortie en rouge. Si on néglige les activités qui se fassent par les ressources à l'intérieur du processus et on considère ce dernier comme une boîte noire, alors on peut ainsi le considérer comme seulement une macro-ressource qui transforme ces flux d'entrée en flux de sortie. Ce qui implique alors qu'on peut appliquer tous les raisonnements des 3 vidéos précédentes concernant les ressources opérationnelles pour également les processus opérationnels. Pour plus de détails sur ces raisonnements, on vous invite à regarder ces vidéos. Vous les trouverez dans la playlist consacrée aux cours dans la chaîne YouTube. Pour un exemple de processus opérationnel, considérons une chaîne d'assemblage automobile où on donne à la chaîne les différents composants nécessaires, et elle s'occupe du reste pour nous sortir à la fin la voiture assemblée. S'il est un peu plus facile de déterminer la capacité d'une ressource opérationnelle, alors qu'est-ce que sera le cas pour un processus opérationnel qui est composé par tout un réseau de ressources chacune avec sa propre capacité? Considérons un processus donné qui doit traiter 200 pièces par heure par les 3 machines qui le composent. 2 machines parmi ces 3 ont une capacité de traitement de 200 pièces par heure, alors que la troisième a une capacité de seulement 100 pièces par heure. Supposons dans un premier lieu que ces 3 machines sont posées en série et que la machine qui a la capacité la plus petite se situe au milieu. Alors, quand la machine M1 recevra les 200 pièces que notre processus doit traiter, cette machine sera donc capable de traiter l'ensemble de cette quantité dans la même heure et sans problème puisqu'elle ne dépasse pas sa capacité horaire. Mais quand M2 recevra les 200 pièces traitées par M1, elle ne sera par contre capable de traiter dans l'heure que seulement 100 pièces. Et les 100 pièces restantes qui dépassent sa capacité horaire devront attendre dans la file d'attente de la machine. Et de même, quand M2 recevra les 200 pièces suivantes dans la deuxième heure, alors 100 nouvelles pièces vont rejoindre la file d'attente précédente qui deviendra cette fois composée de 200 pièces. Et alors à la fin de la troisième heure, cette file d'attente deviendra composée de 300 pièces, et à la fin de la quatrième elle deviendra composée de 400 pièces. Et ainsi de suite. On déduit donc de ceci que la file d'attente de M2 va continuer à augmenter de manière progressive tant que M1 continuera à lui transférer chaque heure un flux qui dépasse sa capacité. On constate alors que même si M1 a une capacité suffisante, elle ne doit pas travailler à une vitesse plus grande que celle de M2 afin de pouvoir éviter la situation défavorable de constituer des encours non traitables de plus en plus grands devant cette dernière, tout en n'augmentant pas la production commune des 2 machines. Finalement pour M3, même si cette machine a normalement une capacité de 200 pièces par heure, elle ne peut recevoir de la part de M2 et donc traiter chaque heure que seulement 100 pièces. Ce qui implique ainsi que la quantité maximale que le processus tout entier peut traiter chaque heure ne peut être que seulement 100 pièces. Ce qui coïncide avec la capacité de M2 qui a la plus petite capacité. On conclut alors de tout ce qui précède que la capacité d'un processus qui sera composé par des ressources posées en série sera donc la capacité de sa ressource la plus lente, qui a la plus petite capacité. Supposons maintenant que nous avons pu dédoubler la machine M2 par une autre machine qui lui est identique et qui a la même capacité. Alors cette fois, puisque les 2 machines M2 font le même travail, le flux de sortie de M1 de 200 pièces va se répartir sur les 2 machines et donc chacune d'elles ne recevra que seulement 100 pièces. Et ce qui implique finalement que le flux total à la sortie de ces 2 machines et qui sera transféré à M3 sera cette fois égal à 200 pièces. Et passant comme si nous les avons posées en série. On constate donc cette fois que contrairement aux ressources en série, les capacités des ressources en parallèle s'additionnent comme si elles constituent toutes une seule ressource qui a une capacité égale à la somme de leurs capacités. Supposons maintenant que M1 et M2 doivent fabriquer 2 pièces qui vont être assemblées après par M3. Alors dans ce cas, même si M1 peut fournir à M3 200 pièces toutes les heures, M3 ne peut assembler chaque heure que seulement 100 composants à cause du manque de pièces en provenance de M2 qui a une capacité insuffisante. On constate donc cette fois que comme le cas en série, la capacité d'un processus d'assemblage est aussi la capacité de sa ressource qui a la plus petite capacité.
Finalement, on peut envisager d'autres scénarios que ces trois les plus basiques, mais la conclusion restera toujours la même. Sauf les capacités des ressources en parallèle qui s'additionnent, la capacité d'un processus opérationnel est toujours la capacité de son maillon le plus faible, qui a la plus petite capacité. Notons que nous appelons cette ressource la ressource goulot du processus. On peut alors déduire de cette conclusion que pour étudier l'aptitude d'un processus donné à satisfaire la demande du marché, il suffira de comparer la demande avec seulement la capacité de sa ressource goulot. Car si cette dernière sera capable de la satisfaire, alors toutes les autres ressources qui ont donc des capacités plus grandes pourront elles aussi le faire. Ce qui implique finalement qu'on peut résumer l'aptitude du processus tout entier à satisfaire la demande du marché sur seulement l'aptitude du goulot. Et pour étudier l'aptitude du goulot, il suffira de procéder comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente consacrée à la mesure de la capacité des ressources. Notons finalement qu'on peut considérer la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise dans son ensemble comme seulement un macro-processus où l'ensemble des transformations s'effectue à l'intérieur. Ce qui implique alors qu'il est possible d'appliquer tous les raisonnements concernant les processus et les ressources sur également cette dernière.